soirée. Bonjour à tous. Bon, j'ai pas trop l'habitude des micros, désolé par avance. Donc comme Catherine l'a dit, je m'appelle Rémi, c'est moi qui vais vous parler pendant à peu près 45 minutes. Donc la première chose à savoir, c'est que s'il y en a déjà qui sont jamais venus à la médiathèque musicale de Paris ici, voilà, un petit paquet. Donc bienvenue à la médiathèque musicale de Paris. Donc la médiathèque musicale de Paris, c'est une médiathèque qui est consacrée à 100% à la musique. Vous trouverez des CD, des vinyles, des livres, uniquement sur la musique. Et depuis maintenant quelques années, on fait des actions de médiation culturelle, donc des expositions, des concerts, des présentations d'œuvres. Donc du coup, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est l'inauguration du cycle Place aux indépendants qui va se dérouler à partir d'aujourd'hui jusqu'au 1er juillet. Donc il y aura une exposition, des concerts, on va y revenir un peu plus tard. Donc moi, je vais surtout vous parler un peu de l'histoire de la musique indépendante et de pourquoi on a choisi de faire ce cycle et les choix qu'on a fait au cours du cycle. Et une autre chose que je voulais vous dire avant de commencer aussi, c'est que si vous ne comprenez pas quelque chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interpeller, parce que du coup, ça sera plus simple pour vous de suivre au fur et à mesure plutôt que d'être perdu dans les explications, même si c'est pas très compliqué ce qu'on va faire. On ne sait jamais. Donc s'il y a des termes que vous ne comprenez pas, ou si je parle trop vite, n'hésitez pas. Donc, on va commencer par un petit jeu simple. Donc, magnifique d'abord. Et donc du coup, quand je vous dis musique indépendante, vous allez me dire un mot, ou une idée, ou une phrase qui vous vient à l'esprit quand je vous dis musique indépendante. Allez-y. Oui. Allez-y, n'hésitez pas, je suis étudiant, j'écris vite. Hein. C'est vrai. Garage. Ouais. Allez-y. Ouais. 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 Les majors. Plus d'idées? Ouais. Encore des idées? Émancipation. Forcément, j'ai pas le seul style qui ne fonctionne pas. Ouais. Le numérique. Allez-y, n'hésitez pas à parler, on n'est pas en classe, vous pouvez y aller. Ouais. Bon, c'est des mots, mais projet participatif. L'écrivain, même. Autre chose? Contre-culture. Ouais. Plus d'idées? Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les dire au fur et à mesure. Donc, bon, comme on l'a vu, là, en à peu près 30 secondes, on a réussi quand même à marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 termes qui se rapportent à la musique indépendante et uniquement en se basant sur deux termes musicaux, le rock et le garage. Pour tout le reste, en fait, on va bien voir au cours de la conférence que en fait, la musique indépendante, ça renvoie à plein de choses et que c'est très large. Donc, pour vous faire un petit historique rapide, la musique indépendante, on peut dire que ça a à peu près toujours existé. On va partir d'après la Seconde Guerre mondiale et des années 50. Donc dans les années 50, c'est un peu compliqué quand même pour la musique indépendante parce que les majors, donc ces fameuses ces compagnies internationales qui ont la très grande majorité du marché du disque, contrôlent tout. Aujourd'hui encore, ça représente 95% des chiffres du marché de la musique. Bon, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a aucun label indépendant dans les années 50 qui sont importants. On a par exemple l'exemple de Sun Records, qui se targue d'être l'endroit où le rock'n'roll est né, et c'est pas forcément faux, parce que Sun Records a eu la chance d'avoir les premiers disques d'Elvis. Mais rapidement, les choses vont s'accélérer pour la musique indépendante, et surtout pour les labels indépendants, puisque dans les années 60, arrivent deux contre-cultures, comme on a pu le voir juste ici. La première, c'est le garage, qui a aussi été noté. Donc le garage, en gros, ce sont des groupes qui sont fans de rock, vont vouloir faire du rock, et vu qu'ils sont, on va dire, pas forcément, non seulement très doués musicalement, ce qui n'est pas forcément un tort, hein, ils peuvent faire de très bons morceaux en écoutant 3 accords, mais en plus, que ce ne sont pas forcément des groupes qui ont une grosse exposition médiatique, ils vont jouer où? Ils vont jouer dans leur garage. C'est pour ça qu'on les appelle les groupes garage.
Là, vous avez un exemple tout simple entre guillemets, puisque c'est les Sonics, donc un des premiers groupes de garage, un des groupes les plus connus, qui a toujours sorti ses disques sur label indépendant, en tout cas à ses débuts. On a une autre contre-culture qui va naître dans les années 60 et qui va être très importante, c'est la contre-culture hippie. Dans les années 60, et notamment à San Francisco, de nombreux disquaires vont naître, des disquaires indépendants. On aura aussi de nombreux labels indépendants qui vont naître à ce moment-là. Et toute cette contre-culture va commencer à façonner, pour de bon, l'image de la musique indépendante. Alors par exemple, une anecdote toute bête, Rough Trade, c'est un label et un disquaire anglais qui est né au début des années 70. Ils ont été très inspirés par leur voyage à San Francisco, où est-ce qu'ils ont vu cette multitude de disquaires qui a ouvert. Parce qu'il a vraiment façonné la musique indépendante, en tout cas pour les prochaines années, c'est l'explosion du mouvement punk. Donc le mouvement punk, ça naît à la fin des années 70, à partir de 76, on va dire, notamment à New York, avec de nombreux groupes comme les Ramones, pour les plus connus. Ça va aussi rapidement se propager en Angleterre, donc avec les Sex Pistols, et ensuite avec toute cette explosion de groupes beaucoup plus petits, de labels, de fanzines, d'organisateurs de concerts qui vont naître. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un groupe qui s'appelle Crass. Crass est un groupe de hardcore, enfin plutôt d'anarcho-punk, qui est très engagé politiquement, logiquement, vu son style de prédilection, et qui a toujours sorti ses disques sur label indépendant, qui a toujours tourné dans les circuits des indépendants, et qui a, pour ainsi dire, et qui continue encore aujourd'hui à personnifier, on va dire, l'image de la musique indépendante et de l'éthique punk. Alors pourquoi le punk qui va être à ce point important dans le monde de la musique indépendante? C'est tout simplement à cause du do-it-yourself, qui a également été inscrit sur le tableau. Alors le do-it-yourself, pour vous faire simple, ça veut dire fais-le toi-même. Et donc du coup, c'est ce qu'on va retrouver chez de nombreux labels, parce qu'en vérité, quand on commence un label, en général, au départ, c'est un petit peu du bricolage quand même. On a des amis qui sont membres d'un groupe, on veut les signer, on voudrait qu'ils sortent leur disque, on a un peu d'argent de côté, et donc du coup, on se lance comme ça, on envoie les disques à la presse, on paye de son argent personnel, et voilà comment créer son premier label. Alors ça a été à peu près ça pour tous les labels indépendants quand ils ont commencé, que ce soit les plus petits, qui sont toujours petits aujourd'hui, ou les plus massifs aujourd'hui. Là, je vous ai mis l'exemple de Factory Records, donc, qui est un label de la région de Manchester, qui a eu les Joy Division et les premiers New Order. Et pour vous dire à quel point ça peut être un bricolage au départ de faire son label indépendant, un autre label qui s'appelle Creation Records, sur lequel on va revenir au fur et à mesure du temps. Eux, en fait, ils ont eu le premier single des Julius and Mary Chain. Ils faisaient tout à la main. Et en gros, quand le single des Julius and Mary Chain s'est de plus en plus vendu, ils devaient quand même emmener chez les disquaires les disques avec des brouettes. Pour vous dire à quel point c'était un peu... Voilà, on est loin des grandes multinationales. Dans les années 80, il va y avoir ce qu'on appelle la naissance de l'indie rock. Donc, avant, on définissait plutôt comme indépendant les labels, et à partir des années 80, on va plutôt définir comme indépendant aussi la musique, notamment grâce à la naissance du terme indie rock, qu'on utilise en fait un peu à la même sauce que l'alternative rock, c'est-à-dire ce rock un peu bidouillé, un peu voilà, relativement simple, mais en même temps qui n'est pas forcément le plus léché possible. Et donc, c'est à partir de ce moment-là en fait que le mot indie rock va vraiment rentrer dans les mœurs, notamment avec des groupes comme, alors les années 90 ça sera Pet Mud, mais dans les années 80 c'est les Pixies, qui est aussi un grand nom de ce qu'on va aussi appeler le college rock, c'est-à-dire du nom des stations de radio qui étaient en train d'émettre sur des campus. Donc du coup, vu qu'en anglais, université se dit collège, du coup ça nous donne le college rock. Donc, dans les années 80, vraiment cet indie rock va naître, va commencer à prendre ses lettres de noblesse, et va plus commencer à également définir un style de musique, plutôt que simplement une attitude. Mais ce qui va véritablement faire exploser la musique indépendante, et notamment l'indie rock à la face du monde, c'est les années 90. Dans les années 90, on a l'explosion du mouvement grunge, qui est né à Seattle, avec donc, à la base ce label qui s'appelle Sub Pop. Donc c'est un label qui est né à Seattle, je viens de vous le dire. Et la grande spécificité de Sub Pop, c'est que non seulement ils ont eu les premiers albums de Soundgarden, mais aussi le premier album de Nirvana. Et quand Nirvana en 91, après avoir signé sur Geffen, donc un label qui est distribué par une major, va exploser à la face du monde, toute l'éthique de la musique indépendante en fait va exploser à la face du monde également, va devenir de plus en plus connue. Et donc du coup l'indie rock, malgré le fait que maintenant les musiciens qui jouent de l'indie rock soient signés sur des majors, cette esthétique-là en fait elle va vraiment se développer autour du monde. Alors j'en parlais tout à l'heure, le do-it-yourself c'est extrêmement important et ça va continuer à alimenter la musique indépendante et tout ce qui fait ça, donc les groupes, les labels,
les fanzines, les tourneurs, les gens qui organisent des concerts, les salles, bref, à peu près tout le monde. Donc le do-it-yourself, pour vous résumer un peu, c'est tout faire soi-même. Ça passe par le fait, par exemple, quand on écrit un fanzine, de rédiger soi-même les articles, de demander à des amis qu'on connaît. Ça passe aussi par le fait, eh bien, justement, de s'occuper soi-même de la charte graphique. Donc on la voit ici. Je vous ai mis un exemple, c'est Sniffing Blue, c'est un vieux fanzine new-yorkais. Valérie, tu me dis si je me trompe. C'est bien ça. C'est un vieux fanzine new-yorkais de punk qui a vu l'explosion du punk dans les années 70 à New York, avec des groupes aussi peu connus que les Clash, les Jam, les Buzzcocks, qui étaient là, probablement là en concert, mais aussi les Ramones. Et donc du coup on voit véritablement une nouvelle esthétique en fait, qui va naître grâce à la musique indépendante et grâce à cette éthique do it yourself, c'est-à-dire justement on n'a pas forcément beaucoup d'argent, c'est distribué avec les moyens du bord, donc du coup on va plutôt utiliser des photocopieurs de mauvaise qualité, mais ce qui va donner une nouvelle esthétique à la musique indépendante et aussi à tout ce qui s'en rapporte. Alors le do it yourself, ça peut toucher les groupes, s'enregistrer soi-même, ça peut toucher les labels, le fameux bricolage qu'on a évoqué, ça peut toucher les fanzines, parfois ça touche même aussi les ingénieurs du son. Là, je vous ai mis une image, c'est le studio B d'Electrical Audio. C'est un studio qui est situé à Chicago. C'est le studio de Steve Albini. Donc Steve Albini, pour la petite histoire, c'est un monsieur qui a enregistré la bagatelle de 1200 disques au cours de sa carrière. Un monsieur relativement reconnu au sein du milieu indépendant, qui a enregistré le premier album des Pixies que je vous ai montré tout à l'heure, et qui a aussi enregistré le troisième album de Nirvana, au moment où Nirvana, justement, voulait un son beaucoup plus brut. Alors pour vous dire à quel point Steve Albini personnalise aussi cette éthique do it yourself, quand Nirvana a voulu venir enregistrer chez lui, ils lui ont proposé $1 million. Steve Albini leur a dit non, c'est beaucoup trop, je voudrais $100 000 pour maximum. Et Nirvana a dû se battre pour que Steve Albini accepte ces $400 000. Donc une fois que Steve Albini avait ces $400 000, il a décidé de les utiliser pour fonder un studio. Donc on voit juste ici. Donc déjà on peut remarquer que le monsieur a une certaine éthique derrière son raisonnement et son engagement artistique, mais surtout en fait il a décidé de faire construire son studio uniquement, une fois de plus, en mode do it yourself, en demandant à des amis à lui qui étaient techniciens, qui étaient spécialistes donc, du bâtiment, qui étaient spécialistes de l'électronique, qui étaient spécialistes de l'audio, en fait de venir réaliser son studio lui-même. C'est pour vous prouver qu'aujourd'hui en fait c'est même possible de construire des choses aussi grandes que Electrical Audio, où il y a des dizaines et des dizaines de groupes qui enregistrent par an, uniquement en se basant sur la musique indépendante et sur un réseau d'amis en mode do it yourself totalement. Alors, ce qui caractérise aussi beaucoup la musique indépendante, c'est l'importance de la scène locale. On a beaucoup de genres en fait, qui vont naître dans des villes précises. Alors, j'ai évoqué le grunge il y a même pas 5 minutes, qui est né en grande partie à Seattle et dans sa région très proche. On a plein d'autres exemples, par exemple le New York hardcore, qui est carrément devenu un genre aujourd'hui de musique, c'est-à-dire un hardcore beaucoup plus musclé. On a la scène Manchester, donc c'est un mélange de dub et de musique rock qui est né à Manchester dans les années 80. On a un nombre d'exemples comme ça qui est assez frappant. Et en fait, beaucoup de groupes indépendants, avant de se définir par leur genre de musique, vont plutôt se définir par leur appartenance locale. Donc là, je vous ai mis un autre exemple de label qui s'appelle Dischord Records, comme c'est marqué. Donc Dischord Records, c'est un label qui a été fondé dans les années 80 par Ian McKay, c'est le membre fondateur de Minor Threat et de Fugazi, donc deux groupes de hardcore de la scène de Washington. On va en reparler, ne vous en faites pas. Et Dischord Records, en fait, va vraiment fonctionner dans un cercle local, c'est-à-dire qu'il va signer à peu près tous les groupes de hardcore de la scène de Washington. Et le label est devenu tellement important en fait au final dans cette scène et aussi dans l'esprit des gens qui composaient cette scène locale, que quand Ian McKay décide de changer de style de musique et de produire une musique beaucoup moins violente, non seulement artistiquement parlant, mais aussi dans les comportements qu'il existe en concert, à cause des nombreux abus de drogue et de violence qui existaient, en fait toute la scène hardcore de Washington va décider de suivre les mêmes mouvements. Donc c'est pour vous dire qu'en fait cette implantation locale elle est très forte. Et donc du coup, des labels comme celui-ci existent à peu près dans toutes les villes. Dans chaque ville, en fait, il y a vraiment un label par scène musicale qui va exister et qui va vraiment canaliser en fait cette volonté artistique. Alors bon, jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé de rock. C'est un peu ma spécialité, donc je m'en excuse par avance. Mais la musique indépendante, ça touche à peu près tous les genres de musique possibles et inimaginables. On en a des exemples par centaines et par milliers. Vous verrez d'ailleurs que dans l'exposition, il y a aussi beaucoup de rock, mais il n'y a pas uniquement ça. Donc j'ai décidé de présenter en fait quelques labels et quelques artistes, surtout quelques labels, qui prouvent en fait que la musique indépendante ne touche pas uniquement le rock, même si c'est plutôt le rock qui l'a amené à ce qu'elle est aujourd'hui. On peut dire que très clairement, ça touche à peu près à tous les genres. Donc là, ce label s'appelle Warp, c'est un label qui a été fondé en 1989 en Angleterre. Qui a été très connu notamment au cours des années 90 parce qu'il a signé beaucoup d'artistes comme Boards of Canada, comme Otesh, comme Aphex Twin et qui va vraiment révolutionner la musique électronique
en apportant non seulement ce côté dansant, mais aussi ce côté extrêmement expérimental et ambiante, et qui va devenir un peu ce qu'on appelle l'IDM, donc l'Intelligent Dance Music, donc la danse musicale pour gens intelligents. C'est un peu prétentieux comme terme. En tout cas, c'est vrai, c'est comme ça que ça s'appelle malheureusement. Et donc du coup, Warp, c'est un des labels aujourd'hui indépendants les plus reconnus et qui a cherché à se diversifier par la suite. Dans le jazz également, on a des labels indépendants qui sont particulièrement importants. Donc là, on a Blue Note, qui a été fondé en 1939 et qui est resté indépendant pendant environ une trentaine d'années et qui a vu les plus grands jazzmen en fait se succéder et faire des albums avec eux. C'était pour vous prouver un petit peu que malgré le fait que les labels indépendants, parfois, ils peuvent passer comme un peu moins importants que les majors, en tout cas au niveau de l'importance historique, c'est pas toujours vrai, et Blue Note en est vraiment la preuve, je trouve. Un autre label que j'ai voulu mettre, c'est 45 Scientific. Donc c'est un label qui a été créé en 1999, un peu par dépit en fait. Ça a été créé par attendez, il faut que je cherche les noms. Voilà, c'est ça. Par Geraldo, Ali et Booba. Donc Ali et Booba, c'est les deux membres qui composent Lunatic, que vous avez juste sous les yeux. Donc en gros, ils ont fondé leur label un peu par dépit, parce que tout simplement personne ne voulait sortir leur disque. Donc du coup, ils se sont dit, bah, c'est pas grave, on va faire notre propre label. Et au final, le seul et unique album de Lunatic qui est sorti a été le premier disque d'or signé sur un label indépendant français. Donc c'est plutôt une belle réussite, et quelquefois, en fait, même en se lançant dans une aventure par dépit, dans le milieu de la musique indépendante, il n'y a pas de souci, ça peut fonctionner, ça peut même très bien fonctionner. Un autre label, plutôt dans la chanson française, c'est Sarava. Alors Sarava a été fondé en 1965, c'est une grande maison d'édition qui a aussi mis en avant de nombreux cinéastes, mais en tout cas dans le milieu de la chanson française, elle est très reconnue, notamment parce qu'elle a permis à... Attendez, je ne mélange pas les pinceaux quand même. Parce qu'elle a permis en fait à Higelin de composer en toute sérénité. Elle a aussi permis à Yannick Saulnier également de composer dans les mêmes conditions, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Sarava est encore une maison en fait, on va dire, de très grande qualité, très reconnue par les amateurs de chansons françaises. Dans la musique expérimentale, j'ai choisi Tzadik. C'est un label qui a été créé en 1995 à New York. C'est le label de John Zorn, un saxophoniste de jazz et de métal, et de musique expérimentale et de rock progressif, un monsieur qui touche un peu à tout. La spécificité de Tzadik, en fait, c'est que... la première spécificité, c'est qu'en fait, ils ne font aucune promotion. Ils mettent les disques sur le marché et c'est absolument... c'est à peu près tout. Ils considèrent que si quelqu'un a envie de faire l'éloge, voire de détester leurs disques, c'est un peu à eux de se débrouiller pour les avoir. Véritablement une volonté, on passe par aucun média et on s'adresse avant tout aux fans. Et surtout, en fait, Tzadik va mettre en avant toute cette musique expérimentale dont John Zorn est fan. Donc la musique, des mélanges de free jazz et de musique noise, des mélanges de métal et en même temps de drone. Bref, toute cette musique que John Zorn adore. Et donc du coup, c'est aujourd'hui un des labels les plus respectés en musique expérimentale. Naturellement, c'est pas le seul. Et enfin, dans le milieu de la musique classique, donc on a un label français qui s'appelle Erato. Erato a été fondé en 1953. Alors aujourd'hui, il n'existe plus, il est plus ou moins mort en 2001. Mais c'est tout de même un label qui a été très important parce qu'il s'est spécialisé dans la musique baroque. Et à peine une quinzaine d'années après sa formation, il compte, donc en 1968, il compte déjà le plus grand catalogue de musique baroque du monde. C'est pour vous dire à quel point, même si on est indépendant, on peut tout de même réussir si on se donne des moyens. Alors du coup, on en a parlé tout à l'heure, les fameuses majors qui sont là. Donc une major, pour vous résumer un peu rapidement, une major en gros c'est un très gros label de disques, souvent qu'il y a plein de petits labels de disques qui lui appartiennent et qui est présent sur à peu près tous les pays. Et donc du coup en fait le milieu indépendant, logiquement vu qu'il n'appartient pas aux majors, il est devenu indépendant en fait, c'est de là dans le terme. Donc il existe du coup des grosses différences avec les labels indépendants, entre les labels indépendants et les majors, et l'une de ces principales différences, c'est un peu la politique tarifaire, c'est-à-dire à combien on va vendre les disques. Donc pour vous faire un résumé, quand on est sur une major, en général, on touche un peu moins d'argent sur les disques, on va y revenir tout de suite. Et surtout, en fait, beaucoup de labels indépendants considèrent que c'est une volonté sociale, en fait, de vendre des disques le moins cher possible. Donc là, je vous ai remis Dischord Records, vous allez voir que j'apprécie particulièrement ce label. Parce que Dischord Records, en fait, a toujours choisi non seulement de jamais mettre en vente des t-shirts, considérant que c'était pas vraiment utile, mais surtout, en fait, il a toujours considéré qu'il fallait vendre ses disques le moins cher possible. Donc, par exemple, aujourd'hui, un disque de Dischord Records, ça coûte 13 $ si vous le commandez directement sur le label, en format vinyle. En format CD, c'est 8 $. L'autre différence, c'est les contrats. Donc, quand on signe chez une major, on signe un contrat, enfin, logiquement. Donc, du coup, en signant le contrat, on abandonne ses droits sur le disque. Donc, le disque appartient à la major. Et en général, on touche une avance, c'est-à-dire une somme
une somme pour financer l'enregistrement et en même temps ses frais de vie pendant l'enregistrement, et après on touche à peu près 5% de ce que le disque rapporte. Donc pour faire un exemple tout bête, si moi je signe sur une major et qu'il me donne 10 000 € d'avance, il va falloir que j'attende que le label ait récupéré 10 000 € pour ensuite toucher 5% de chaque vente de CD. Donc si le label vend ses CD à 20 €, il va me donner 1 €. Chez les indépendants, en fait, on ne fait pas vraiment comme ça. En général, on ne signe pas du tout de contrat, c'est plutôt un accord oral. Le label peut, est libre en fait d'avancer ou non de l'argent pour payer le studio. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est que la majorité du temps, l'argent est divisé en deux de manière équitable entre le label et l'artiste indépendant. Donc, par exemple, Touch & Go, c'est exactement ce qu'ils ont fait pendant toute leur carrière. Ils ont existé pendant à peu près 25 ans. Ils ont signé des artistes très reconnus dans le milieu de la musique indépendante, donc les Julius Lizard, Shellac, Big Black. Et ils ont toujours procédé comme ça en fait. Ils n'ont jamais signé de contrat, ils ont toujours donné la moitié de ce qu'ils recevaient comme argent au groupe, et l'autre moitié, ils l'ont gardé pour eux. Et donc du coup, forcément, ces différences de fonctionnement, ça peut créer des tensions, notamment quand le label est endetté. Voilà, je vous ai pris un autre exemple, qui s'appelle Creation Records, j'en ai parlé tout à l'heure. Creation Records, c'est un label qui est né en 1983, et qui est mort en 2000. Pour la petite histoire, elle a été fondée par un Écossais qui est parti à Londres, et le but c'était de mélanger l'amour de la musique psychédélique avec l'amour du punk. Donc ils ont eu des artistes très reconnus, ils ont eu les G.S. and Mary Chain, ils ont eu Prebble Scream, ils ont eu Teenage Fan Club, ils ont eu Ride, ils ont eu Melody Valentine, et après ils ont fini en beauté avec Oasis. Donc autant dire qu'ils avaient un roster assez conséquent. Mais un roster, c'est le catalogue en fait. Et donc du coup, Creation Records, le seul problème c'est qu'avant 1994, aucun disque qui le finance, parce que Creation Records paye les studios, n'arrive à se rembourser. Donc du coup, au fur et à mesure du temps, la dette de Creation Records commence à monter de manière assez alarmante, et donc du coup, Creation Records n'a plus le choix en 1992, avec à peu près 2 millions de livres de dette. Le choix est simple, soit le label reste comme ça et cool, soit ils sont obligés de se faire racheter une grosse partie de l'entreprise. Donc c'est exactement ce qui va arriver. En 1992, Sony va racheter 49% de l'entreprise. Ils vont effacer la dette, ils vont réinjecter 1 million dans le label et plus ou moins le sauver. Sauf que le problème, c'est que ça n'a pas forcément très bien se passer, en tout cas du point de vue humain, puisque malgré le fait que Oasis arrive en 1994, et donc du coup avec tout le succès qu'on y connaît, des millions d'albums vendus, et donc du coup un avenir plus ou moins pérenne pour le label, le directeur du label part en cure de désintoxication pendant 2 ans, et quand il revient, en fait, il constate que ça a plus ou moins changé dans son label, puisque Sony s'est un peu arrogé le droit de diriger son label. Et donc du coup, en revenant, ce qui le frappe le plus, c'est non pas que absolument plus personne ne se drogue dans les locaux, ce qui aurait dû lui mettre la puce à l'oreille, mais c'est plutôt qu'en fait, il y a un secteur marketing qui a été créé dans son label, et ça, il ne le supporte absolument pas. Oui, c'est assez comique, mais c'est exactement ce qu'il dit. Et donc du coup, en 97, en revenant, il essaye de redonner une nouvelle impulsion un peu plus fidèle aux origines, c'est-à-dire un peu plus faux-folle, avec un peu plus de drogue, sauf que ça ne marche absolument pas. Et donc du coup, en 2000, en voyant que Sony en fait, ne lâchera pas les rênes sur son label, il décide plus ou moins de le suicider. Il décide plus ou moins d'arrêter, en fait, et donc du coup de rester fidèle à ses principes d'origine. Donc on voit qu'en fait, à la base, l'intention de Sony, elle est louable, c'est de sauver un label, etc. etc. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure du temps, ils ont vraiment cherché à prendre de plus en plus de contrôle. Et donc du coup, ça nous amène à un autre élément qui marque bien souvent la scène indépendante. Je vous promets, après on arrête sur les trucs tristes. C'est les difficultés, et surtout les difficultés financières. Parce qu'en général, quand on est indépendant, on n'a pas forcément les fonds monétaires nécessaires pour assurer sa survie en cas d'échec. Donc pour vous faire un cours très rapide d'économie de la culture, en général, quand on est label, quand on sort 10 disques, en tout cas c'est comme ça que ça se passe chez les majors, en fait il y en a 9 qui ne se remboursent pas. Il y en a un qui arrive à rembourser les frais des 9 autres, plus les siens, plus, tant qu'à faire, à ramener un bénéfice. Donc c'est pour ça qu'en fait les majors sortent beaucoup de disques. Chez les labels indépendants, en fait, on ne procède pas vraiment comme ça, et donc du coup, quand il y en a un qui se foire, en général, on a mis une grosse partie de cette trésorerie dedans. Donc ça touche à peu près tout, ça peut toucher les labels, comme on l'avait avec Creation Records, ça touche aussi les festivals. Donc là, vous avez l'exemple du Temple Festival, donc c'est un festival qui a existé pendant 2 ans, comme a dû aussi avoir lieu l'année dernière. Sauf que, donc, les amateurs de métal pourront vous le dire, l'affiche est assez alléchante. Sauf que le problème, en fait, c'est que vu que ce festival a été créé en autonomie totale, qu'ils ont eu 2 premières éditions qui n'ont pas réussi à se rembourser, et qu'en plus ils ont eu des dettes personnelles, le festival a dû complètement s'arrêter, faute de moyens suffisants, à 1 semaine près du but. Donc du coup, relativement dommage. Un autre exemple qui est tout près de nous, c'est la Flèche d'Or. Donc la Flèche d'Or a été de nombreuses fois fermée, puis réouverte, puis fermée, puis réouverte. Donc là, elle a fermé récemment, et on a appris il y a à peu près 10 jours, je crois,
qu'en fait la Flèche d'Or ne rouvrirait pas, parce que du coup elle doit financer des travaux d'insonorisation, sauf qu'elle n'a pas l'argent pour le faire, et donc du coup le patron a décidé d'abandonner totalement, et donc du coup la Flèche d'Or deviendra bientôt un pub irlandais, donc vous pourrez aller boire une bière, mais vous ne pourrez plus aller voir de magnifiques concerts à la Flèche d'Or. C'était vraiment pour vous montrer que le milieu indépendant, même s'il se donne les moyens quelquefois, il y a aussi des fois où ça rate, c'est un peu une aventure, et surtout c'est une aventure personnelle, parce que souvent, comme dans le cas par exemple, du Temples Festival, les gens sont obligés de s'endetter personnellement pour réussir à mener au bout cette aventure, et sans même forcément l'assurance qu'elle va réussir. Bon, j'en reviens à des choses un peu plus joyeuses. Donc ça c'est Pavement, c'est un groupe des années 90. C'est un groupe californien, et je reviens en fait à cette image de l'indépendant et comment on va définir un peu l'indépendant type, qu'il soit label, qu'il soit qu'il soit rédacteur dans un fanzine, qu'il soit rédacteur dans un magazine, qu'il soit organisateur de concerts. Il n'y a pas vraiment de définition, même si dans l'indie rock en général les gens ressemblent plutôt à des jeunes garçons blancs un peu délurés mais un peu sérieux tout de même, faut pas déconner. En fait, ce qui va surtout se passer, c'est que dans les années 90, l'image de l'indépendant, elle va commencer à se développer, comme je vous l'ai dit avec Nirvana, elle va commencer à vendre. Être indépendant, ça vend. Parce qu'en fait, personne n'a envie d'être du côté des grosses corporations, etc. Donc du coup, il va commencer à se développer un peu cette image de l'indépendant, il faut préserver et montrer qu'on est indépendant. Alors une anecdote toute simple pour vous le montrer, c'est avec ces 5 jeunes hommes de Manchester, c'est Oasis. Donc Oasis, comme je vous le disais, ils ont signé avec Creation Records, en tout cas c'est ce que tout le monde pense, c'est probablement vrai. Sauf que, donc en fait, Creation Records avait été racheté à 49% par Sony, ça aussi je vous l'ai expliqué. Et pour vous montrer en fait à quel point être indépendant ça fait vendre dans le milieu de la musique dans les années 90, le bassiste a révélé il y a à peu près 2-3 ans qu'en fait Oasis n'avait jamais signé avec Creation Records, qui était toujours un label indépendant, qu'ils avaient signé avec Sony, et qu'en fait Sony avait donné les droits de distribution, c'est-à-dire le droit de vendre le disque à Creation Records. En fait le but était tout simplement de signer sur une major, pour que Sony ne laisse pas forcément s'échapper la poule dedans, mais en même temps le but était de préserver un peu l'image indépendante d'Oasis et de Creation Records, grâce à Creation Records plutôt. Donc du coup c'était un peu pour vous montrer, alors, il n'y a que le bassiste qui l'a confirmé parce qu'apparemment la clause était secrète sur le contrat, donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est pas vraiment une question qu'il faut se poser, mais le simple fait qu'en fait le bassiste puisse imaginer, ou alors que ce soit vrai, qu'ils aient caché à tous leurs fans d'avoir signé sur une major uniquement pour paraître sur un label indépendant, ça prouve en fait à quel point être sur un label indépendant dans les années 90, surtout dans le milieu du rock, ça fait vendre des disques. Je vous rappelle qu'Oasis a été le groupe dont le premier album c'est le mieux vendu de l'histoire de la musique britannique, et aussi dont l'album c'est le mieux vendu de l'histoire de la musique britannique avec leur deuxième album. Donc c'est pour vous dire à quel point l'argent en jeu était assez important. Parce que justement la musique indépendante elle a toujours connu des grandes réussites. Donc ça c'est les Smiths, c'est aussi un groupe de Manchester, si je ne me trompe pas. C'est un groupe des années 80 qui a plutôt joué de ce qu'on appelle la jungle pop à l'époque, ce qui est une pop assez guillerette, en même temps assez triste grâce au texte de Morrissey qui est au centre là. Donc les Smiths, en fait, eux, ils ont signé sur un label indépendant pendant quasiment toute leur carrière, mais ils ont signé chez EMI à la fin, qui est une major. Et en fait, tout en réussissant à signer chez un label indépendant, ils ont réussi à placer tous leurs albums et tous leurs singles, soit au numéro 2 des ventes générales en Angleterre, soit au numéro 1, en tout cas pour leur deuxième album, qui est classé numéro 1. En tout cas, tous leurs albums se sont classés soit numéro 2, soit numéro 1, tout en restant 100% indépendants, et en plus, en ne faisant la tournée que des petites salles en Angleterre. Enfin, aujourd'hui, je vous ai mis une magnifique image des PNL, parce que pour moi, ils sont un petit peu la quintessence de ce que c'est un musicien indépendant aujourd'hui. Donc PNL, en gros, pour vous la faire relativement courte, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent. Donc c'est deux frères des Tarterets qui ont décidé de faire de la musique ensemble. Et en fait, eux, ils prouvent un peu le fait que réussir en étant 100% indépendant dans la musique, c'est complètement possible, parce qu'ils n'ont pas de maison de disques à part celle qu'ils ont créée pour sortir leurs disques. Ils ne font absolument, globalement, aucune promotion. Leurs clips sont tournés eux-mêmes. Et quand ils veulent lancer une tournée, en fait, ils ne se prennent pas en mettant des affiches partout dans le métro, mais d'abord, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient un SMS à chacun de leurs fans pour leur dire, en fait, on va jouer à Bercy, à Lyon, tu devrais venir nous voir. C'est vraiment comme ça que ça se passe. En fait, aujourd'hui, c'est encore plus simple, à mon avis, de devenir indépendant et encore plus d'y parvenir, en tout cas quand on est artiste, parce que les moyens en fait, de communiquer avec les gens sont beaucoup plus nombreux, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet également. Les moyens de s'enregistrer aussi sont beaucoup plus simples, il y a juste à avoir un ordinateur, acheter un petit peu une carte son, un logiciel, même à le craquer si on est vraiment très bien. Et ensuite, on peut créer sa propre musique, et surtout pour la mettre à disposition, c'est aussi simple, parce qu'on a des nouveaux moyens de communication. Donc on a par exemple SoundCloud, donc qui est un lecteur en streaming sur Internet, qui est totalement gratuit. On a Bandcamp, donc Bandcamp, pour vous
vous expliquer, c'est une plateforme qui permet aux artistes de se créer un site. On peut mettre sa musique dessus, donc les gens peuvent l'écouter, les gens peuvent également l'acheter en version digitale, et si on a fait presser des versions physiques, donc des CD, des vinyles, des cassettes, tout ce que vous voulez, vous pouvez également les vendre grâce à Bandcamp. Donc en fait, ce que ça fait, c'est que ça permet aux petits groupes de beaucoup mieux débuter, de se faire connaître. En même temps, ça permet d'aller sur un réseau où avec un certain nombre de mots-clés, on peut être relié à des artistes plus grands et donc d'avoir des meilleures découvertes. Et en même temps, l'avantage de Bandcamp, c'est que ça ne nuit pas forcément au label, puisque si le groupe est trop gros, en fait, justement, il leur faudra l'assurance d'un label qui pourra distribuer les disques. Parce que si vous devez faire 50 envois par jour, en fait, il faut quitter votre boulot quotidien pour soit faire ça, soit passer par un label. Donc pour moi, Bandcamp, en fait, c'est vraiment une très bonne idée, et c'est pour moi une des meilleures choses qui soit arrivée à la musique indépendante. Et on voit bien aussi que le milieu de la musique indépendante, il se développe, il n'est pas arrêté, il n'y a pas eu l'âge d'or de la musique indépendante dans les années 80, 90, et après, depuis, c'est fini. Parce qu'il y a de nouveaux venus. Alors là, je vous ai mis des gens qui sont donc Born Bad Records, donc qui est un label parisien, qui est pour moi un peu le descendant de Discord Records, c'est-à-dire que dans le choix qu'il fait, il choisit de s'intéresser à des groupes qui sont avant tout français, il fait des rééditions de groupes français, et il choisit également de proposer ses disques à un tarif attractif, même quand ça lui coûte de l'argent en fait, pour éviter de mettre des disques trop chers. On a Heavenly Sweetness, qui est un label spécialisé dans le jazz, et dont les rééditions aujourd'hui de classiques du jazz, et en même temps les éditions de disques qui sont d'artistes contemporains sont reconnus dans le monde entier. On a Musique Fier Satan, c'est un label qui est né à peu près il y a 10 ans, qui est plutôt spécialisé dans le punk et dans le metal, et qui est aussi basé à Paris. Et donc du coup, c'est à ça que je voulais en venir. Donc en fait, pour moi, la musique indépendante, elle ne se définit pas forcément avec un terme stylistique, ou forcément contre une major ou avec une major. On a des labels indépendants qui avaient très bien travaillé avec des majors, d'autres qui avaient très mal travaillé avec des majors. Tout peut arriver en fait. Et pour moi, en fait, c'est avant tout une attitude. Donc c'est pour ça que j'ai mis Independent Mental Attitude. C'est un jeu de mots avec la Positive Mental Attitude qui a beaucoup caractérisé le hardcore dans les années 80. Donc en fait, et je vous ai mis le groupe qui s'appelle Fugazi. Donc le monsieur que vous voyez juste ici, c'est Yann Mackay, le monsieur qui a formé Discord Records, dont je vous ai parlé plusieurs fois dans le cours de cet exposé. Et en fait, pour moi, Fugazi, et notamment ce monsieur, on va dire qui personnifie vraiment en fait cette idée de la musique indépendante et de cette éthique do it yourself, au point qu'en fait Fugazi, pendant toute sa carrière, a déjà vendu ses disques sur son propre label. Ils ont également proposé des concerts toujours à un tarif le plus bas possible, c'est-à-dire 5 $ maximum, 6 $ en Europe. Donc pour réussir à faire tourner un groupe américain pour 6 $ en Europe, il faut sacrément vouloir. Ils ont toujours tout fait eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont booké les studios eux-mêmes, ils ont organisé leur tournée eux-mêmes, ils ont payé l'hôtel eux-mêmes, ils ont absolument tout fait à 100%, ils ont répondu aux fans eux-mêmes, ils ont envoyé les disques eux-mêmes. Et en fait, ça marche bien, parce que malgré le fait que notre cher Yann Mackay ait tout fait en vendant des disques pour le moins cher possible, en faisant un bénéfice minimum, Yann Mackay est devenu millionnaire en fait, tellement Fugazi a marché. On veut dire que c'est possible, et c'est toujours en fait, c'est possible de rester fidèle à ses idéaux, tout en réussissant à marcher même d'un point de vue économique. Et pour vous dire aussi à quel point je respecte ce monsieur, on a peur des mots, le Coachella Festival a proposé à peu près 2 millions de $ au groupe pour se faire former, et le groupe a dit non. Donc du coup, nous, on en vient enfin à Place aux indépendants, on a choisi de parler de musique indépendante, parce que déjà c'est un milieu qu'on apprécie, c'est aussi une forme très... Enfin, ça a aussi une place très importante dans la musique, elle a beaucoup compté, elle a inventé beaucoup de genres. Et donc du coup on a surtout choisi de se concentrer sur la musique en France, donc la musique indépendante en France, et encore plus à Paris. Parce que alors, parfois on entend, oui, bon, voilà, la France c'est pas vraiment un pays rock, c'est pas vraiment un pays musical, etc. etc. Donc nous on a choisi de dire niet. Et donc du coup on a décidé de s'attarder surtout sur des labels français, des fanzines français, des gens qui font des affiches français, bref. De s'attarder surtout à la scène locale, en restant un peu fidèle à cet esprit qui animait souvent les groupes indépendants. Donc du coup, vous voyez ici la une de New Noise, c'est un magazine dont je vais un peu plus vous parler, donc vous pourrez plus en savoir très bientôt, qui s'intitule La France a peur, et effectivement elle a raison d'avoir peur, parce que là vous voyez une toute petite partie de la scène parisienne, donc il y a des artistes, il y a des fondateurs de labels, il y a même quelques graphistes, je crois, qui se cachent au fond. Et donc du coup on a vraiment choisi de se lancer là-dessus, parce que déjà les gens aiment la musique indépendante, on s'en rend de plus en plus compte, et surtout en fait, on constate que souvent en fait, quand on parle de groupes qui sont à côté de chez eux, ou quand on parle de groupes français, en fait, ils sont encore plus passionnés. Et Olivier Drago le dit d'ailleurs dans une interview que vous allez pouvoir écouter bientôt, en tout cas chez vous. En fait, cette une, c'est la une qui s'est le plus vendue de l'histoire du magazine.
Donc, comme je vous le disais, en France, on a plein de bons artistes. Alors là, j'ai listé uniquement les artistes parisiens, et en plus, artistes parisiens assez reconnus dans le milieu de la musique indépendante. On voit bien que ça touche à tous les genres, parce qu'on va de la Coldway de Jessica 9.3 au métal le plus noir de Gypsy Killer, jusqu'en passant par l'électro ou le post-rock. Pour moi, voilà, tellement aujourd'hui en France, il y a une vraie scène qui est bouillonnante, en tout cas dans la musique indépendante, peut-être dans la scène d'Imageur, mais je la connais moins. Et donc du coup, c'était véritablement aussi pour montrer ça, qu'on avait un peu tort de toujours dire, oui, voilà, en France, il y a des artistes qui sont moins bien, etc., etc. On a également de très bons labels, donc là, je vous en ai listé quelques-uns. Il y a Born Bad, il y a Teenage Menopause, tout ça, ce sont uniquement des labels parisiens, en tout cas. Donc par exemple, Lucifer Satan, je vous ai déjà parlé, Born Bad également, Teenage Menopause qui sort sur tous les disques de garage. On a également Objet Disque. Et enfin, on a la très bonne presse, parce que écouter de la musique c'est bien, mais parfois en parler c'est aussi important. On a New Noise Magazine, donc je vous ai montré la une tout à l'heure. On a aussi Gonzaï, qui est un magazine uniquement sur Internet. Non, je comprends. Un magazine qui, on va dire, reste sur l'esprit gonzo, c'est-à-dire ce journalisme qui s'infiltre un petit peu, qui prend part aux expériences. Donc, quand on parle de drogue, on prend de la drogue. Quand on parle de soirée rave party, on va faire une rave party en marchant dans les champs pendant 6 heures. On a Magic, la revue pop moderne. On a The Drone, qui est plutôt spécialisé sur la musique électronique. On a Obscure, qui est spécialisé dans les musiques, comme son nom l'indique, obscure. Donc tout ce qui est musique gothique, musique industrielle, musique post-punk. Et donc du coup, j'en arrive à Place aux Indépendants en soi. Donc déjà, Place aux Indépendants, c'est d'abord une exposition, que vous voyez juste ici. Donc on a essayé, c'est mon Philippe, désolé. On a essayé en fait de, comment je peux dire ça, de classer à peu près par vitrine et par étage avec un thème à chaque fois. Donc là par exemple on a le même illustrateur en commun, là-bas on a le même label, etc., etc. Donc on a vraiment essayé de faire ça bien. En même temps, dans l'exposition, vous pouvez retrouver juste ici toutes les interviews que Damien a fait, je vais en parler tout de suite. Vous avez également des illustrations, juste ici, juste là-bas à l'entrée. Donc elles sont d'Arrache-toi un œil. On en a également de Nagawika qui sont juste là-bas. Donc Arrache-toi un œil, c'est un duo de graphistes qui nous a gentiment prêté après une vingtaine d'affiches. Nagawika nous en a prêté 10 en tout. On a également des clips. Alors malheureusement on a eu un petit problème technique, on ne peut pas vous montrer les clips aujourd'hui, mais ils seront disponibles dès demain, ce qui vous forcera à revenir. Et tant qu'à faire, on a prolongé l'exposition sur le site internet. Donc sur le site internet, vous pouvez retrouver un petit peu la prolongation de l'exposition. Donc avec des explications un peu plus en longueur, probablement des articles aussi par la suite. Et vous pouvez également retrouver, donc on a notre collègue qui est malheureusement absent, mais qui a réalisé une vingtaine d'interviews avec plusieurs acteurs de la musique indépendante, que ce soit des labels, des disquaires, des graphistes, que ce soit des magazines, et qui sont disponibles en fait sur internet. Donc, tout ce que vous avez à faire, en fait elles sont disponibles sur l'ordinateur juste là également, mais elles sont aussi disponibles sur internet, vous pouvez les regarder tranquillement chez vous. Ça dure à peu près entre 5 et 8 minutes par interview, et à chaque fois en fait chaque personne parle de son métier, parle de pourquoi il a choisi de faire ça, et parle de ce qu'il fait continuer et de ce qui a pu changer au cours des dernières années. Alors moi j'en ai regardé, il y a plusieurs membres en fait, que je connais personnellement et qui tiennent absolument le même discours dans les interviews que quand on discute avec eux autour d'un café. C'est pour vous dire que ces interviews aussi, elles sont là pour montrer vraiment ce que pensent les gens et pas uniquement pour faire un peu une espèce de communication. On aura également un concert d'Éric Chenot et de Léovis Decazes. Donc ça sera le... Attention, je ne prends pas dans les dates. J'ai beaucoup de dates à retenir. Oui, c'est ça, le 19 mai à 19h30. Donc si vous voulez venir, c'est comme toutes les manifestations de la médiathèque musicale de Paris, tout est gratuit. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas. On aura également une table ronde. Donc là, en fait, on aura plusieurs personnes impliquées dans la scène indépendante qui vont venir et nous parler de leur boulot quotidien, en fait, on va dire, en direct. Vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voulez. Donc on aura, comme vous le voyez, Olivier Drago, qui est le rédacteur en chef de New Noise Magazine, qui a aussi été interviewé. On aura Laurent Bajon de la Souterraine, qui a aussi été interviewé. Donc si vous regardez l'interview, vous avez des questions, n'hésitez pas à venir. On aura Nicolas Legourdiret, qui est le patron de Lucifer Satan. On a Rémi Poncet de Objet Disque, Franck de Grand Zero, Zaltan, le fondateur d'Antinote, qui est également un musicien. Et enfin Olivier Lame de Libération, qui est passé juste avant par The Drone, donc qui pourra nous donner un peu son point de vue sur ce que ça fait de travailler dans un média indépendant et ensuite chez Libération, même si ce n'est pas forcément la pire des entreprises dans le monde. Donc ça sera le 1er juin. Ensuite, on aura une conférence qui s'intitule Les Arocs du fanzine à la presse d'influence. Donc ça sera fait par une jeune chercheuse, en tout cas par une chercheuse en histoire culturelle qui est doctorante à Paris 1, qui s'appelle Véronique Servat. C'est bien ça? J'ai beaucoup
le monde s'y revenir. Donc là, en fait, le but, ça va être de parler de la manière dont les Arocs sont passés à la base d'un fanzine jusqu'à aujourd'hui, un des journaux, si ce n'est en tout cas le journal le plus influent chez les jeunes, musicalement parlant et culturellement parlant. On aura également un forum des fanzines, ça sera le 17 juin. Donc ça sera toute une journée qui sera consacrée au fanzine, qui est un peu l'un des médias les plus importants dans la musique indépendante. Donc au programme, vous pourrez venir rencontrer des gens qui publient des fanzines, des gens qui écrivent dans des fanzines, des gens qui dessinent également dans des gravzines. Vous en avez plein d'ailleurs dans l'exposition et je vous conseille de les regarder parce qu'ils sont vraiment impressionnants. Et donc du coup, nous aurons également des conférences et nous aurons aussi, vous aurez la chance du coup de pouvoir repartir vous-même avec votre fanzine qui sera au format CD parce qu'on ne se refait pas, on aime quand même la musique avant tout. Et enfin, pour le dernier jour, ce sera le 1er juillet, on aura Vignetting. Donc le concept est très simple, en fait, vous venez à l'heure du goûter à peu près, et nous on vous offre le thé, et puis si vous avez des gâteaux, n'hésitez pas à en ramener. Et donc du coup, on viendra se détendre avec une sélection de musique de labels indépendants. Voilà. Donc, c'est à peu près la fin. Voilà. Je vous ai mis un chat parce que sinon c'est jamais complet sans un chat. Je vais vous passer d'abord le teaser en fait du cycle Place aux Indépendants qui montre un petit peu quelques extraits d'interviews que Damien a réalisés. Et ensuite, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je serai là pour y répondre tout de suite. Et si vous êtes sage, il y aura à boire. Très tôt, je crois, quand j'étais ado, au moment où tu fais des cassettes, pour à des potes, tu me retrouves dans un monde faux label au départ, donc il y a vraiment tout de suite le rapport à la pochette. Donc au départ, je crois que je suis plutôt musicien, mais très vite le rapport à faire une pochette, quel label, se pose là, donc au début c'était complètement fictif, et puis très vite. Effectivement, moi j'ai une clientèle qui va aimer, que ce soit un peu caché, que ce soit typiquement, c'est quelque chose qui va plaire. Tu te dis qu'en grandissant, en fait, tu peux arriver à sortir de DIY et puis pour plein de raisons, en fait, t'as pas envie de sortir. Le retour du vinyle, c'est une erreur, parce que c'est les retours de disparition n'a jamais disparu. La base, c'est toujours trouver des artistes, les mettre dans les meilleures conditions pour enregistrer, sortir des disques de qualité. J'ai tout de suite développé le label sur 2 axes. Les groupes actuels, qui sont mon cœur de métier, et les rééditions. Les tracks de réédition, c'est une façon de dire aussi que nous, avec les groupes actuels, on s'inscrit dans cette tradition de groupe alternatif et on s'inscrit dans cette culture, dans cette contre-culture française. Les groupes ne demandent que ça, jouer. C'est comme ça aussi qu'ils vivent, qu'ils peuvent écouler, eux, ce qu'ils font comme disque ou comme cassette à côté, parce que le vinyle étant trusté par les majors aujourd'hui, ils en reviennent au format cassette. Nous, on n'a pas d'impératif, on est bénévoles, donc tant qu'il y a l'envie et tant qu'il y a le temps, on existera. Aujourd'hui, en fait, avoir un magasin de disques physique à l'ancienne, c'est-à-dire, voilà, on vend des disques, on peut y arriver, on les met en bac, on attend le client, c'est plus possible. Donc il faut trouver d'autres activités à côté. On a bien pris soin, absolument, qu'on n'ait absolument aucun moyen d'enrichir réellement le label. Donc on s'est dit, quand même 70% de l'artiste, on risque de l'arnaquer si on en vend 100 000, ne prenons aucun risque. Oui, j'arrive toujours pas à avoir le micro. Allô, oui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, c'est le moment que j'avais, comme dirait l'autre. Non. Bon, on va passer directement à boire. Alors, si vous avez des questions d'ailleurs après, à moi ou à l'équipe, n'hésitez pas, hein, on est là pour vous répondre. Puis j'espère qu'on vous reverra du coup pendant plusieurs manifestations de Place aux Indépendants. Puis merci à tous.